Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La conférence de presse du ministre des Affaires étrangères reste toujours le point fort des deux sessions chaque année. Quelle est la ligne directrice de la diplomatie chinoise et quelle est l'attitude de la Chine envers des dossiers diplomatiques majeurs? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Avant cela, je vous propose de regarder ce résumé de la diplomatie chinoise de ces dernières années avec notre journaliste Liu Liu. Au cours des deux sessions, outre les problématiques économiques, politiques et culturelles, la politique étrangère attire également beaucoup l'attention. Le ministre des Affaires étrangères chinois a souligné lors de la conférence de presse le rôle considérable de la Chine dans des événements diplomatiques majeurs. 去年10月份，习近平主席、习近平总书记在中共十九大报告当中强调，我们要同各国一道，共同建设新型国际关系，共同构建人类命运共同体，这就是新时代中国大国外交的目标。 Du sommet de l'APEC de Nu à Pékin au sommet de J20 à Hangzhou, du forum de haut niveau de la ceinture et la route sur la coopération internationale jusqu'au sommet des dirigeants des BRICS à Xiamen, en accueillant ainsi une série d'activités diplomatiques majeures et très diverses, la Chine a participé activement à la gouvernance mondiale. Depuis le 18e congrès il y a 5 ans, Xi Jinping a visité 57 pays à travers les 5 continents, mais aussi accueilli plus de 110 chefs d'État étrangers en visite en Chine. L'initiative Ceinture et Route, dont il est l'instigateur à travers ses 4 ans d'évolution et de développement, elle est passée graduellement de l'idée à la pratique. Des réalisations comme l'Express Chine-Europe, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, le projet de centrale hydroélectrique de Garot dans le nord-est du Pakistan sont autant de réussites obtenues dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. En mars 2013, lors d'un discours à l'Institut des Relations internationales de Moscou, Xi Jinping avait pour la première fois présenté au monde son concept d'une communauté de destin pour l'humanité. En 2017, l'initiative chinoise de construire une communauté de destin pour toute l'humanité était mentionnée pour la première fois dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Wu Zexian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate, vous avez mené une longue carrière diplomatique en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on a vu dans le reportage les événements majeurs de la diplomatie chinoise ces dernières années. Alors, quel commentaire apportez-vous sur le bilan de la diplomatie chinoise en 2017? Bon, je pense que l'année 2017 est une année riche en événements. Bon, alors, comme on vient de voir dans le reportage, la Chine a été très active sur le plan international. À Genève, Monsieur Xi Jinping, le président de la Chine, a proposé la construction d'une communauté de destin de l'humanité. Donc ça, c'est une solution proposée par la Chine aux problèmes qui se posent aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on peut sortir de la morosité économique due à la crise financière, qui date déjà de 2008, mais aujourd'hui on n'est pas totalement sorti de cette morosité. Bon. Et comment on peut faire face à multiples défis que notre monde doit relever, à savoir le terrorisme, les catastrophes naturelles, les maladies contagieuses, le changement climatique. Bon, la solution chinoise proposée par le président chinois est clair, il faut construire une communauté de destin de l'humanité. Vous voyez, donc ça c'est déjà quelque chose de très important. Deuxième chose, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays adhèrent aux idées de la Chine. L'exemple est clair. L'année dernière, comme on vient de voir, la Chine a organisé un forum de haut niveau pour la coopération ceinture et route. Beaucoup de pays sont venus. Plus de 140 pays ont envoyé leurs représentants pour participer à ce forum. Donc voilà, à peu près une trentaine de chefs d'État et chefs d'entreprise.
Et les autres pays ont envoyé des ministres, des conseillers proches du président, etc. etc. Donc, manifestement, la communauté internationale adhère à l'idée chinoise pour la coopération gagnant-gagnant, finalement pour cette idée de construction d'une communauté de destin de l'humanité. D'accord? Bon, parce que la coopération ceinture-route, c'est une action, c'est une mesure concrète qui contribue justement à la construction de cette communauté de destin de l'humanité. Bon, alors la troisième chose que j'aimerais bien dire, c'est que, bon, avec cette idée de construction de la communauté de destin de l'humanité, on propose différents mécanismes de coopération tels que ceinture et route, mais la Chine travaille aussi avec tous les partenaires à travers d'autres plateformes de coopération, telles que Forum de coopération Chine-Afrique, Forum de coopération Chine-Amérique latine-Caraïbes. Il existe aussi un forum de coopération Chine-Arabe. À part tous ces forums, encore une fois, qui ne se résument pas en plateforme de discussion, qui consistent à mener des actions précises de coopération. À part tout ça, il existe d'autres mécanismes comme EPEC, G20, coopération de Shanghai, 10+1, c'est-à-dire la coopération entre l'ASEAN et la Chine, 10+3, l'ASEAN, Chine, Corée du Sud et le Japon. Il y a multiples plateformes de coopération auxquelles la Chine participe activement. C'est justement, vous avez beaucoup insisté sur l'idée de cette construction d'une communauté de destin commun et aussi le ministre Wang Yi a réitéré plusieurs fois que cette construction d'une communauté de destin commun est l'un des objectifs de la diplomatie chinoise actuelle. Bon, pensez-vous que finalement, comme vous avez évoqué, il y a beaucoup de mécanismes multilatéraux ou sur tous les fronts, pensez-vous que cela renvoie finalement à une tradition chinoise ou la philosophie chinoise d'un développement qui bénéficie à tous, une idée de ce qu'on appelle sous le ciel, Tianxia dans l'ancienne Chine, une vision très large? C'est ce qui différencie des philosophies occidentales. Oui, vous avez tout à fait raison. Les Chinois attachent beaucoup d'importance à la tradition. Voilà, la vieille philosophie chinoise marque toujours l'esprit des générations des Chinois. Aujourd'hui, on continue à hériter justement de cette tradition de vieille philosophie de nos ancêtres. Bon, d'abord, la paix est la plus précieuse du monde. Ça, c'est voilà, vraiment quelque chose de fondamental pour nous les Chinois. Dans la tradition, voilà, il faut la stabilité. La paix, c'est la plus précieuse chose du monde. Voilà. Bon. Il y a aussi une autre idée qui est fondamentale aussi. Il faut toujours trouver le juste milieu, maintenir l'équilibre. Voilà. Tout ça marque justement nos esprits. Et ça fait naître justement cette idée de la construction d'une communauté de destin de l'humanité. Parce que comme vous venez de dire, les Chinois sont attachés à la tradition, sont attachés à la famille. Une famille, déjà, mais toujours dans la même école, dans la même époque où est née la vieille philosophie chinoise, on disait déjà, voilà, quand les frères d'une famille sont unis, la force peut écraser tous les obstacles, aussi durs que les métaux. Bon, ben, donc l'union c'est important. L'union c'est important déjà au niveau de la famille. Et puis au niveau du pays aussi. Dans l'Antiquité, la Chine était voilà, un vaste continent composé de différents royaumes combattants, etc. Mais pour chaque pays, c'était important d'avoir l'unité, la solidarité de la société pour pouvoir lutter contre les adversaires. Bon, mais au-delà, il y a encore
un niveau encore plus élevé, c'est-à-dire, c'est ce que vous venez de dire, sous le ciel, c'est-à-dire la notion de l'univers. Pour les Chinois, voilà, avec cette vieille idée philosophique, il faut sous le ciel, pour l'ensemble de l'humanité, il faut avoir la solidarité, la paix, la cohérence. Au lieu d'avoir la division, des conflits, au lieu de se battre. D'ailleurs, le fameux stratège militaire, Sun Tzu, pour lui, qu'est-ce qui est le plus précieux? C'est la paix, c'est pas la guerre. Il a écrit un beau livre pour l'art de guerre, mais pour lui, ce qui est le plus précieux, c'est la paix. Alors, donc, ce qui est le plus important, c'est de gagner la bataille sans faire la guerre. Vous voyez, donc, vous avez tout à fait raison de mentionner cet aspect des choses liées à la tradition philosophique de la Chine pour expliquer pourquoi on a proposé justement cette idée de la construction d'une communauté de destin. Durant des années, Washington a accusé les importateurs étrangers de se débarrasser de leurs métaux bon marché aux États-Unis, le doigt souvent pointé vers la Chine. Donald Trump, le président des États-Unis, affirme que la pratique a décimé l'industrie américaine. Entouré des cadres de la Maison-Blanche, Trump a dévoilé son plan de contre-attaque. Un plan qui commence, dit-il, par les tarifs douaniers. It'll be 25% for steel, it'll be 10% for aluminum. And it'll be for a long period of time. Alors que Trump égrenait son plan tarifaire, Liu He, le conseiller économique de haut niveau de la Chine, ainsi qu'un proche confident de Xi Jinping, était attendu par les officiels de la Maison-Blanche. Une série de réunions a eu lieu à Washington dans l'espoir de désamorcer les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Lors de la conférence de presse du ministère des Affaires étrangères chinois durant les deux sessions, Wang Yi s'est exprimé ainsi. 如果说中美之间有竞争的话，那也应该是良性和积极的竞争，这在国际交往当中也是很正常的。换句话说，中美可以有竞争，不必做对手，更需当伙伴。 Une question qui m'a marqué pendant la conférence. Il y a un journaliste qui a posé une question assez agressive et le ministre Wang Yi a répondu par commencer à dire que voilà, votre question est apparemment agressive, mais je pense que l'essentiel c'est que vous voulez savoir l'état de lieu de la relation sino-américaine et il a commencé à répondre à cette question par insister sur les consensus qui existe entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que cela est aussi une révélatrice de l'attitude de la Chine envers la relation sino-américaine, ce qui renvoie un peu ce que vous avez mentionné, l'importance attachée à la paix, à la stabilité? Il peut y avoir toujours une certaine méfiance, d'agressivité, d'énervement ou même l'hostilité vis-à-vis de la Chine parce que la Chine est en train de se développer rapidement. Certains acteurs internationaux commencent à s'inquiéter. Est-ce que la Chine va remplacer les vieilles classes privilégiées de certains d'autres pays? Bon, non, la Chine ne va pas... Mais c'est une question très justifiée dans la philosophie occidentale que les autres... C'est une philosophie de conflit, de rivalité. Bon, rivalité, ben, justement, c'est l'opposition de ce que je venais de dire à propos de la philosophie chinoise. Pour nous, c'est la paix, voilà, c'est la réconciliation, c'est le juste milieu. C'est la solidarité, c'est l'union. Bon, c'est vrai que dans le raisonnement des Occidentaux, c'est souvent une mentalité de confrontation, de rivalité. C'est ce qu'on a vu pendant toute cette période de la guerre froide. La Chine, on a souffert parce qu'on a été isolés, voilà, faisant l'objet d'hostilité, c'était pendant quelques décennies après la fondation de la République populaire de Chine. Bon.
la Chine est complètement opposée à ce genre de mentalité. C'est pour ça qu'on dit il faut rejeter complètement la vieille mentalité de la guerre froide. Bon. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que certains pays, ou certaines personnes, ou certains observateurs, ou acteurs sur le plan international, continuent à raisonner avec cette vieille mentalité de la guerre froide. Ils regardent la Chine avec des préjugés, avec des préjugés idéologiques. Ils ne constatent pas le changement qui s'est opéré, aussi bien sur le plan international qu'en Chine. La Chine a beaucoup évolué aussi, surtout après la politique de l'ouverture et de réforme. Bon. C'est malheureux, cela n'empêche la Chine de continuer à se développer, bien sûr. Mais pour nous, il n'est nullement question de chercher l'hégémonie mondiale. Voilà, M. Wang Yi a bien dit, la Chine n'a pas l'intention, ni le besoin de remplacer quiconque sur le plan international pour l'hégémonie. Qu'est-ce qu'on attend alors de la relation sino-américaine en 2018? C'est très simple. Bon, il y a certainement des problèmes entre la Chine et les États-Unis. Bon, mais concrètement, sur le plan pratique, entre la Chine et les États-Unis, les échanges commerciaux vont très très fort, parce que la question a été posée hier dans le cadre des mesures anti-dumping à propos de l'importation de l'acier et de l'aluminium. En fait, les États-Unis se lancent sur tous les fronts maintenant, contre l'Europe et le Canada aussi. Et le Mexique. Bon, ce sont les deux plus grands voisins des États-Unis s'ouvrent les premiers, et puis l'Europe aussi. Bon, vous voyez, c'est pas une solution. C'est pas une solution pour les États-Unis, parce que ça va provoquer une guerre commerciale. Donc, les États-Unis ne pourront pas sortir vainqueurs. Il n'y aura que des perdants. Bon, pour nous, il faut bien gérer ce genre de dossier litigieux entre les deux pays. Il existe des mécanismes de concertation. Bon, donc là, on peut être rassuré. Ça marche très très bien. Déjà au niveau, au plus haut niveau, au niveau des sommets, il y a des appels téléphoniques assez fréquents entre le président Xi et le président Trump. Le dernier appel téléphonique remonte simplement au mois de janvier. Et ils ont parlé des relations bilatérales. Et puis le mois dernier, le Conseil des affaires d'État, M. Yang Jiechi, qui est aussi membre du bureau politique, il est allé aux États-Unis pour mener des concertations avec ses homologues américains pour discuter des dossiers politiques de sécurité, mais aussi des dossiers économiques. Il a justement évoqué cet aspect des choses, des litiges commerciaux. Mais les deux parties se sont convenus que, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il faut bien gérer les choses. Un autre événement important, c'est le forum sur la coopération sino-africaine qui va se tenir aussi à Beijing en 2018. Alors, le ministre Wang Yi, pendant la conférence de presse, a souligné la particularité de la relation sino-africaine en insistant sur une amitié profonde des deux parties qui ont souffert la même genre de souffrance dans le passé. Et il a aussi souligné que maintenant la Chine est prête à relever un double défi avec le continent africain, c'est-à-dire le maintien de la paix et la stabilité et le développement économique. Vous avez travaillé longtemps en Afrique et vous avez pu témoigner l'évolution de la relation sino-africaine pendant des décennies. Quel est votre constat de cette relation à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on attend comme mesure concrète cette année de ce sommet? Bon, les relations sino-africaines marchent très très fort. Bon, d'ailleurs, j'aimerais bien préciser, ça ne remonte pas de façon récente. Oui. Déjà dans les années 50, voilà, la Chine a noué des relations très amicales, très étroites avec les pays africains nouvellement indépendants. La Chine soutenait les mouvements d'indépendance des pays africains. La Chine accordait des aides financières importantes, même si la Chine à l'époque était elle-même un pays pauvre. Bon, la Chine a quand même décidé d'aider nos frères africains à mieux consolider leur indépendance nouvellement acquise, à mieux se développer. Bon, on a fait beaucoup de choses. L'exemple typique, c'est la construction du chemin de fer dans la Zambie. C'était fait dans les années 60-70. Bon. Et
aujourd'hui, surtout après l'an 2000, l'année où on a créé un mécanisme de coopération qui s'appelle le Forum de coopération Chine-Afrique, ça marche de façon accélérée. Alors ce forum, encore une fois, ce n'est pas un forum de discussion. C'est un forum, c'est une plateforme où l'on discute les projets de coopération précis, on fixe la liste de coopération et on applique ensuite. Voilà. On met en application, en œuvre, tous les projets figurés dans la liste de coopération. Donc l'exécution est suivie. Tout à fait, tout à fait. Et tous les 3 ans, on organise une conférence ministérielle dans le cadre de ce forum. Et puis, quand il a besoin, on décide d'organiser en même temps, à la même occasion de la conférence ministérielle, un sommet, c'est-à-dire réunissant les dirigeants africains chinois. Et cette année, justement, il y aura la 9e conférence ministérielle de ce forum et le 3e sommet, parce que les deux parties ont décidé d'organiser un 3e sommet. Le 2e remonte à quand? Simplement à il y a 3 ans. C'était voilà, fin 2015. Le président chinois Xi Jinping est allé en Afrique du Sud alors, pour participer à la 8e conférence ministérielle et le 2e sommet de la coopération Chine-Afrique. Et à cette occasion, c'est-à-dire il y a 3 ans, le président Xi a prononcé un discours durant lequel la Chine a proposé 10 plans de coopération Chine-Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait après? Bon. D'abord, les 10 plans, les 2 premiers, c'est quoi? L'industrialisation de l'Afrique. Le deuxième, modernisation de l'agriculture en Afrique. Et ensuite, l'infrastructure, sécurité, affaires sanitaires. Bon, il y a beaucoup de dossiers. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Beaucoup de choses. 2 exemples. La construction du chemin de fer Addis Abeba, Djibouti. Voilà, ça a été construit il y a 2 ans. Et puis l'année dernière, c'est l'autre chemin de fer. Voilà, la ligne ferroviaire reliant Mombasa à Nairobi. Bon, vous voyez, donc il y a des choses qui sont réalisées. Il y a beaucoup d'autres exemples qui sont là. Après, normalement, après une conférence ministérielle, il y a des actions de suivi qui font l'objet de discussions par les coordinateurs, voilà, de cette coopération dans le cadre du forum. Alors, il y a eu des réunions, voilà, et chaque pays envoie ses coordinateurs pour discuter, pour voir, examiner, trouver des problèmes et trouver des solutions, bien sûr. Cette année, lors de cette 9e conférence et le 3e sommet, les 2 parties, la Chine et les pays africains, vont faire le bilan de ce qu'on a fait durant les 3 ans voilà, qui viennent s'écouler. Et puis, comme d'habitude, on va établir une liste précise des projets de coopération à réaliser d'ici 3 ans. D'accord? Donc c'est un mécanisme très efficace. On peut s'attendre que les relations de coopération fructueuses entre la Chine et l'Afrique continuera à nous réserver de très bonnes surprises. En fait, le ministre Wang Yi a souligné une caractéristique chinoise dans la participation de la Chine dans les affaires internationales. Et il a évoqué le cas de la Chine dans la participation de la résolution du conflit d'Indochine et dans la même période, la conférence de Bandung où la Chine a avancé le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Alors, pouvez-vous nous expliquer davantage pourquoi la Chine a avancé à cette époque ce principe et quels sont les principes aujourd'hui qui guident la Chine dans sa participation à des dossiers internationaux, étant donné le changement de contexte? Bon, en fait, c'est clair. Hein. Déjà, peu après la naissance de la Chine nouvelle, c'est-à-dire au début des années 50, les conditions internationales n'étaient pas très favorables. Et en même temps, il y avait donc l'émergence des pays qui réclamaient l'indépendance. Certains pays ont réussi à acquérir l'indépendance. Bon, la Chine soutenait, comme je le disais tout à l'heure, soutenait les mouvements d'indépendance des autres pays. Bon. Et comme il y avait encore cette
vieille mentalité, voilà, de supériorité des anciens pays colonisateurs vis-à-vis des anciens pays colonisés. Bon, la Chine a proposé les 5 principes de coexistence pacifique, voilà, à savoir non-agression mutuelle, non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, égalité et avantages réciproques, et finalement coexistence pacifique. Ce sont des principes qui ont été approuvés, voilà, accueillis très favorablement par tous les pays, voilà, qui souhaitaient un meilleur environnement international. Parce que, voilà, pratiquement, voilà, surtout les pays participants aux conférences de pays asiatiques et africains. Tout à fait, c'était à Bandung en Indonésie. Bon, mais à cette époque, la Chine était déjà très engagée dans le règlement des conflits. Comme vous venez de dire, voilà, la Chine a contribué au règlement du problème d'Indochine. Et aujourd'hui, en effet, ce qu'on voit, c'est que la diplomatie chinoise est encore plus active. Voilà, la Chine s'est engagée dans pas mal de dossiers internationaux. C'est tout à fait logique. La Chine est l'un des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Elle a une responsabilité. Bon. Et puis c'est la 2e économie du monde. Donc, la Chine prend sa responsabilité, propose des solutions, voilà, s'engage dans le règlement de certains dossiers épineux. Bon, mais M. le ministre Wang Yi a bien précisé les choses. Il y a des caractéristiques, voilà, spécifiques chinoises, voilà, dans la position chinoise lorsque le pays s'engage dans le règlement des problèmes litigieux. Alors, il a mentionné 3 mots. D'abord, la paix, c'est-à-dire lorsque la Chine essaye de contribuer à régler quelque chose, c'est toujours la voie pacifique. Voilà, c'est la paix, c'est-à-dire il ne faut jamais recourir à la force. Il faut régler le problème par la voie pacifique, c'est-à-dire par le dialogue, par la discussion, par les médiations, les négociations. Bon, ben, c'est ce que la Chine a fait. Hein. La Chine a invité, par exemple, les belligérants de certains conflits à Pékin pour qu'ils discutent. La Chine offre, voilà, donc le terrain, les conditions pour rapprocher les gens. La Chine a nommé des médiateurs, des envoyés spéciaux pour certaines régions en conflit. Et justement, ces envoyés spéciaux travaillent auprès des pays en conflit pour rapprocher les positions des uns des autres. Et puis le 2e mot, c'est légitimité. Alors, légitimité, ça vient de quoi? Voilà. Ça vient en fait de cette position de non-ingérence dans les affaires intérieures. Parce que si la Chine, voilà, s'ingère dans les affaires intérieures, il n'y a plus de légitimité. On va dire, mais vous n'êtes pas impartial, voilà, vous êtes en train de soutenir une partie contre l'autre. Bon, ben, il n'y a plus de légitimité. Or, la Chine ne fait jamais ce genre de choses. La Chine ne regarde pas les affaires intérieures des autres. La Chine respecte la volonté des peuples, voilà, des pays, voilà, qui ont des problèmes. C'est au peuple de ces pays de choisir leur voie. Mais la Chine offre, voilà, des possibilités de rapprocher les positions opposées. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le mot légitimité. 3e mot, M. Wang Yi a dit, c'est l'attitude constructive. Voilà. Donc, on propose toujours des choses qui sont adaptées à la réalité, à la juste réalité. Voilà. On doit tenir compte de la complexité des dossiers, tenir compte, voilà, des revendications, des légitimes réclamations des uns des autres et propose des solutions adéquates. Et la Chine, dans ce cas, ne cherche jamais ses intérêts propres. Voilà, ça c'est important, parce que si vous avez des arrière-pensées, vous ne pouvez pas proposer des choses voilà, qui seraient acceptées. Bon. Finalement, voilà, ce que la Chine fait dans ce genre de dossier, voilà, ce sont 3 mots qui caractérisent. Ça renvoie toujours à la notion chinoise de préserver la paix. Tout à fait. Préserver la paix, trouver le juste milieu. Alors je vous remercie, M. Wu. Merci pour vos explications de la diplomatie chinoise. Je vous remercie. C'est un plaisir. Merci à vous. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.